Bonjour Diana, Diana Saavedra, doctorante, félicitations pour la fin de vos études, Merci. et chilienne. On va parler donc du Chili. Donc vous étiez au Chili au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Il s'est passé beaucoup de choses que personne n'attendait. Ah oui. Pourquoi tout d'un coup ce coup de chaleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous ces gens, surtout beaucoup de jeunes, sont-ils sortis dans la rue et de façon aussi violente? D'accord. Bon, je crois que la situation au Chili, il faut la comprendre comme un mécontentement du système démocratique. C'est vrai que dans les gouvernements de Sébastien Piñera a éclaté la rage de la population, mais c'est un phénomène qui vient déjà du gouvernement de Michelle Bachelet, de Patricio Elwin, c'est-à-dire un questionnement de la démocratie chilienne. De la démocratie ou de la transition démocratique? De la transition, je crois, du processus à partir des accords avec Augusto Pinochet. Qu'est-ce qui était critiqué? Le système social, c'est-à-dire la distribution de la richesse, par exemple, et le même fonctionnement de la démocratie. Et bon, il y a plein de choses qu'on a compris que sont des situations qui ne sont pas vraiment démocratiques. Et puis, il y a la question de la mauvaise gestion du gouvernement de Sébastien Piñera. Parce qu'il est à la tête d'un gouvernement qui n'est pas capable d'écouter les manifestations, de savoir qu'on veut chercher le système social. Par contre, ce qu'ils font, c'est de continuer à développer les politiques du néolibéralisme. Il y a une question, je comprends bien, le mécontentement, les raisons du mécontentement, mais pourquoi ce mécontentement s'est-il exprimé de façon aussi violente? Je pense que la violence commence à partir de la répression de la police chilienne. C'est ça, parce que le 18 octobre, les étudiants au niveau secondaire, ils sont sortis, ils sont allés dans les métros, dans les systèmes de transport public. Et pour se manifester, du coup, ils ont reçu la répression de la police chilienne. Et ça a été une répression brutale, très très violente, et ça a réveillé vraiment la rage de la population. Et c'est pour ça qu'on a réagi comme ça. Vraiment, je pense que la question de la violence, c'est pas une question de la société des manifestants. C'est une violence qui est née de l'État, qui est pensée par les ministres Chadwick, qui est approuvée par Sébastien Piñera. Et c'est vrai qu'on voit des manifestations, la première ligne, des choses comme ça, mais c'est une réponse. Je voudrais vraiment laisser ces points super clairs. La violence qu'on voit dans les rues chiliennes, c'est une violence du peuple chilien, c'est une réponse à la violence d'État. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, dans ces niveaux, ce qu'il existe au Chili, c'est le terrorisme d'État. Et donc, la réponse violente du peuple, c'est une réponse nécessaire parce qu'on ne va pas se laisser massacrer. Donc, je voudrais bien préciser ces points parce que les médias, ils utilisent toujours ces sujets. Ah, mais non, si vous avez des demandes, il faut vraiment s'exprimer avec les lois de la démocratie. Mais qui casse les lois de la démocratie? C'est l'État chilien qui réagit comme un État terroriste. Ils sont laissés des polices, ils sont laissés les militaires pendant 4 jours, ils sont laissés les militaires en contrôle. Le bilan de la répression a été assez lourd. Mais entre les morts, les personnes qui ont perdu blessés, un œil. Tu vois, donc la question de la violence, c'est une réponse légitime du peuple chilien quand tu vois que l'État réagit autant qu'un État terroriste. Alors, une autre question, les manifestations ont démarré avec des manifestants majoritairement jeunes, étudiants. Oui. Quel est le problème? Alors, je comprends bien qu'il y a des problèmes sociaux dans les transports, puisque c'est le prix du métro qui a déclenché la crise, le problème de santé, mais pourquoi les étudiants? Parce que une des fortes demandes du mouvement social au Chili, c'est la question de l'éducation. C'est une demande qui vient déjà du mouvement de los Pingüinos, les 2011, qui ne fut pas prise en charge par le gouvernement de Michelle Bachelet. Et donc, la question d'une éducation publique, gratuite, n'est pas finie. Pour parler de façon très concrète,
Le fait que l'éducation ne soit pas gratuite, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui veut faire des études? Impossible, par exemple, Pourquoi? parce que par rapport au salaire au Chili, Oui. les familles ne peuvent pas payer les études parce qu'ils sont trop chers. Combien? Par exemple, les scolarités pour un an au Chili de pédagogie, ça peut être 3 000 ou 4 000 euros. Et si À quel niveau d'études? Universitaire. Universitaire. C'est le plus cher, tu vois. Et donc, une famille qui a 3 enfants, il doit choisir qui peut vraiment recevoir l'éducation parce qu'ils ne peuvent pas. Payer pour tous les Impossible, tu vois. Donc, c'est la question d'une éducation gratuite, mais c'est aussi les paradigmes éducatifs. C'est-à-dire, on doit payer pour l'éducation, mais quelle est l'éducation qu'on reçoit aussi? C'est une éducation vraiment critique? C'est une éducation vraiment pour la citoyenneté? Non, c'est une éducation pour les marchés de travail. C'est-à-dire, tu vas à l'école et la seule chose qu'il faut apprendre, c'est sortir, travailler et c'est tout. On ne développe pas la question philosophique, on ne développe pas des capacités. Donc, c'est un questionnement du côté du financement des études au Chili. Ça, c'est vrai, ça, c'est clair. Il faut changer ça, mais aussi les paradigmes. Parce que les gens, ils ne se sont pas représentés dans ces paradigmes, tu vois. C'est un paradigme fait pour reproduire, par exemple, les questions des classes sociales, la question du racisme, la question du sexisme, par exemple. Racisme à l'égard de qui? À l'égard de qui? Des Mapuches? Des Mapuches, de Péruviennes, des immigrants, tu vois. D'accord. Et donc, c'est une demande qui jamais a été écoutée par les gouvernements et vraiment ça monte. Et les étudiants, ils ont compris vraiment qu'il faut s'organiser parce que sinon, aucune génération aura vraiment le droit à l'éducation sans prendre une dette à vie. Et ces revendications-là, si je comprends bien, n'ont pas été prises en charge par les partis d'opposition. Les partis la totalité de l'éventail des partis donc de gauche et de centre. C'est la crise aussi. C'est la crise aussi de la gauche chilienne. C'est la crise parce que dans les parlements, ce qu'ils font, c'est des petites réformes. Par exemple, aujourd'hui, ils ont approuvé la loi pour ne pas... Parce qu'au Chili, on a un registre des dettes. Tu vois, si tu as une dette du côté de l'éducation, tu es dans un registre qui s'appelle DICOM. Donc, tu ne peux pas, par exemple, louer quelque chose si tu es dans DICOM. C'est un truc qui vient de ta dette éducative. Donc, ils ont changé ça. Ils ont dit, OK, on va changer ça, c'est-à-dire, il n'y aura pas cette liste, mais ce n'est pas la question de nous enlever, nous supprimer du liste. C'est la question, c'est qu'on ne veut pas avoir une dette pour s'éduquer, pour étudier, c'est ça. Ils ne vont pas toucher ça. Parce que toucher la question de l'éducation, c'est toucher la Constitution. Et quelle est, selon toi, selon ceux qui ont manifesté, la raison pour laquelle les partis d'opposition ont été en dehors du mouvement? Je pense qu'ils ont compris que ce mouvement, c'est un fort questionnement au centre politique chilien, c'est-à-dire à la Constitution. Et donc, si on veut changer l'éducation, il faut changer la Constitution. Ils ne veulent pas parce qu'ils se bénéficient oui. de l'organisation politique. Par exemple, les partis profitent de la Constitution. Le développement des partis politiques à partir de la transition à la démocratie a été trop fort parce que la constitution politique les donne encore plus force. Si tu changes la constitution, c'est-à-dire que tu vas contrôler les pouvoirs des partis politiques. Et ils ne veulent pas. C'est ça le problème. Ils ont compris que si on veut changer la constitution, c'est-à-dire on va tout changer, y compris les pouvoirs des partis politiques. Mais la Constitution va être changée, si j'ai bien compris. Il y a eu un accord le 15 novembre. Mais c'est non, c'est pas un accord pour changer la Constitution. C'est un accord pour ouvrir un plébiscite
pour poser la question à la citoyenneté, est-ce que vous voulez changer la constitution ou pas? D'accord. Il y a déjà l'option non. Et c'est l'option que la droite chilienne va défendre, qu'il commence déjà à défendre. Et puis, il y a la question, oui, je voudrais, et qui va faire cette nouvelle constitution? C'est le Parlement, c'est le peuple, mais au moins, c'est déjà la question, c'est nous poser la question en tant que société, est-ce qu'on veut continuer avec la même constitution de Pinochet? Ça, c'est déjà important. Après, si on va réussir, on ne sait pas, parce que la droite chilienne, déjà, même que le pays, il brûle, la droite chilienne veut aujourd'hui bloquer le changement de la constitution. Parce que, selon la droite chilienne, dans ces conditions de violence des manifestants, on n'a pas les conditions pour ouvrir un processus de transformation constitutionnelle du Chili. Mais donc, ils vont vraiment les bloquer. La consultation doit avoir lieu le 26 avril. Voilà. C'est fixé. C'est fixé. Et quelle est est-ce que ceux qui manifestent sont d'accord pour qu'il y ait une nouvelle constitution? Je pense que la plupart des personnes au Chili vont vraiment les changer. Mais aussi, c'est un risque parce que la droite chilienne a beaucoup de pouvoir par rapport aux mairies, à la municipalité. Aux municipalités. La municipalité. Et donc, on a peur qu'ils vont mobiliser cette population qui n'a pas de compréhension politique pour leur dire, OK, non, il faut vraiment refuser ce texte. Donc, c'est vrai que la date, elle est fixée, mais on ne sait pas. La droite chilienne, elle a beaucoup de pouvoir. Elle est capable de transformer une élection. Et ceux qui manifestent, si j'ai bien compris, n'ont pas de parti politique. Non, c'est la crise des partis politiques. C'est la crise des partis politiques parce que nous, en tant que citoyens, on est déçus des décisions des partis politiques qui ont toujours choisi de défendre le système néolibéral et pas changer l'essence profonde des institutions chiliennes. Y compris à l'égard du dernier parti qui avait été constitué après la crise de 2011, Frente Amplio. Oui, c'est même Alberto Mayol, le sociologue qui est un des fondateurs du Frente Amplio chilien, il est déçu parce que dans ces moments, on nécessite des partis, des leaders qui sont capables de défendre les demandes du peuple, mais ils ont choisi bloquer le système, ils ont choisi faire des petites réformes parce qu'ils comprennent qu'une véritable transformation politique au Chili va signifier une transformation des partis politiques du côté des financements et du côté du pouvoir. Et donc, ils ne veulent pas. C'est une question très complexe parce qu'aujourd'hui, le Chili se trouve au milieu d'une droite chilienne fasciste qui réagit d'une façon très violente et d'une gauche qui vraiment préfère garder la Constitution sous l'argument de l'autre, l'État, les institutions et pas prendre la tête d'un processus de transformation de la société chilienne.